Bienvenue à tous, mon nom est Amélie Deschênes. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Midi Snack présenté par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Des petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que les webinaires de la série Midi Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sont disponibles sur notre site internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet Commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, on vous demande d'utiliser la section Q&R. Ce webinaire sert d'introduction au programme Alimentation Santé. Mireille, je t'invite à nous en dire davantage sur ce bel accompagnement offert par le RTCBQ. Bonjour tout le monde. Je suis bien contente en tout cas pour ce webinaire et Midi Snack fort enrichissant que vous allez écouter tout à l'heure, puisqu'en effet, c'est une mise en bouche pour débuter la cohorte aussi de programmation alimentation santé du regroupement. Que je pilote. Alors, au fait, ça se veut un accompagnement très concret pour des producteurs transformateurs au Québec. L'idée est de vous offrir de 2 à 7 ateliers auxquels on souhaite que la cohorte de cette vingtaine de producteurs transformateurs y participe. C'est gratuit et c'est complémentaire déjà à l'offre des services et des formations que vous offrent vos tables de concertation bioalimentaire au Québec. L'idée est de faire partie de cette cohorte et de ce groupe vraiment sélectionné dans les 4 coins de la province. Ça se veut représentatif vraiment à l'échelle provinciale. Donc, si vous avez quelconque information que vous désirez avoir ou il me fera grand plaisir de prendre un moment avec vous, de vous en parler de long en large et de vous expliquer en quoi il s'agit dans ces ateliers-là. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mes coordonnées mnagem@rtcbq.com. Et sans plus tarder, je vous présente nos 2 super présentatrices, animatrices de ce webinaire, Madame Sonia Pomerleau et Madame Marie-Pascale Gagné, pour le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, l'étiquetage alimentaire, comment assurer conformité, crédibilité et compétitivité. À vous la parole, mesdames. Merci beaucoup, Mireille. Ça va être moi qui va débuter avec la prise de parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis bien contente de vous voir ce midi pendant que je vous partage mon écran. Mireille l'a bien mis en lumière. On va aujourd'hui parler d'étiquetage alimentaire. C'est ce qui nous anime beaucoup, là, Sonia et moi. Comment maîtriser l'étiquetage pour maximiser votre conformité? Ce qu'on a comme plan aujourd'hui à vous proposer, c'est vraiment de discuter un peu du cadre réglementaire, de parler d'emballage alimentaire, puis surtout de dresser un beau portrait de l'étiquetage nutritionnel, notamment des éléments qui sont obligatoires et facultatifs. Bien sûr, traiter des allégations, des mentions volontaires également. Tout juste avant que je repasse la parole à Sonia pour qu'elle puisse venir vous présenter, vous parler en profondeur de l'étiquetage sur le devant de l'emballage qui nous anime beaucoup ces temps-ci, puis vous parler d'un bel outil qui est à votre disposition. Restez des nôtres jusqu'à la fin, donc ça va être un bel outil là, pour vous permettre de sauver du temps dans votre étiquetage là, sur le symbole nutritionnel. Donc, je commence sans plus tarder à vous parler un peu d'où on vient, Sonia et moi. On travaille là, comme professionnels de recherche à l'INAF, à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, un institut de recherche de l'Université Laval, où on a pour mission finalement de travailler à fournir, à établir des liens entre l'alimentation et la santé pour donner une accessibilité à une alimentation saine et durable à l'ensemble de la population. Notre mission, donc, est basée sous 4 paliers. On travaille beaucoup en recherche, donc on fait de la recherche principalement dans les domaines de la nutrition, la science des aliments, mais à cela viennent se greffer aussi d'autres sphères de la recherche, comme par exemple en pharmacie, ou au niveau des sciences sociales.
On vise également à former des étudiants gradués dans ces domaines de recherche-là, puis à transférer les connaissances qu'on acquiert, là, notamment de la recherche vers différents publics preneurs, donc différents publics cibles. Puis, on a également un beau volet d'innovation qui vise à soutenir l'innovation dans ces secteurs-là, puis principalement notre service de soutien à l'innovation auprès des entreprises bioalimentaires, dont je vous parle dans les quelques petites secondes suivantes. Donc, on est un regroupement de plus de 130 chercheuses dans les divers domaines de recherche que j'ai nommés dans plus de 15 institutions d'enseignement. Donc, ça nous fait une belle cohorte de chercheurs là, sur lesquels on peut compter sur leur expertise. Donc, nous, le service de soutien à l'innovation, on est une belle équipe renouvelée tout récemment. Et puis, notre mandat, c'est vraiment de veiller à soutenir le système bioalimentaire du Québec là, en termes d'innovation et d'accompagnement aussi en tout genre pour les entreprises du domaine. Donc, on est aussi axé sur fournir des recommandations, que ce soit dans les domaines scientifiques, technologiques, réglementaires également, nutritionnels. Donc, on a vraiment un soutien d'accompagnement pour les entreprises dans leurs divers besoins là, en recherche-développement dans ces créneaux-là. On travaille beaucoup en amélioration de la qualité nutritionnelle également en ce moment. On est en mesure aussi d'accompagner les gens pour la création là, de guides de référence, dont vous voyez 2 exemples sur le côté de la diapositive. Puis, on a aussi un beau rôle en termes d'accompagnement en formation, donc dans divers sujets, ce qui nous amène vers vous ce midi. Donc, pour passer au cœur du webinaire de ce matin, donc je veux vous faire un petit portrait là, du cadre réglementaire au niveau du Québec et du Canada là, en termes de notions sur l'étiquetage des aliments. Donc, on a d'abord l'organisme fédéral Santé Canada qui établit les politiques, donc qui va vraiment créer les règlements, les normes, tout ce qui concerne la santé, la salubrité des aliments, la qualité également, mais un grand pavé également sur l'étiquetage des produits alimentaires qui sont vendus au Canada. On a également l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui, elle, va appliquer donc les politiques, les règlements qui sont élaborés par Santé Canada, va avoir le mandat de vérifier la conformité pour la santé, salubrité, qualité, mais également sur l'étiquetage et la publicité des produits alimentaires qui sont commercialisés au Canada, puis développe des outils pour aider les transformateurs finalement à bien appliquer tous ces règlements-là. Puis plus particulièrement au Québec, donc on a le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, donc le MAPAC, qui va réglementer également tout ce qui va être la vente au détail, la restauration, sur les secteurs de l'hygiène, salubrité, conditionnement. Donc, pour les aliments qui sont vraiment fabriqués, développés, transformés ici et vendus au Québec. Puis, à cela, on a également un mandat de vérifier la conformité de l'étiquetage pour ces produits-là. On parle d'étiqueter ces produits, ça fait partie de la loi, donc ça fait partie des règlements qui sont élaborés, là, notamment au fédéral, mais également au provincial. Il y a la loi et son règlement sur les aliments et drogues là, qui est élaboré par Santé Canada, puis appliqué par la CIA. Donc, pour tout ce qui est produits commercialisés au Canada, qui vont être notamment commercialisés interprovincial, mais aussi à l'international ou importés. À cela va s'ajouter la loi et le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, qui a aussi un petit volet sur l'étiquetage des produits alimentaires. Donc, c'est vraiment pour les mêmes produits commercialisés au Canada et ailleurs. Au Québec, c'est vraiment la loi P29 qui va régir l'étiquetage des aliments, donc du MAPAC. On a également un autre petit organisme qui va avoir de la vérification sur certains sujets de l'étiquetage des aliments, comme les appellations réservées, là, qui va être le CART. Donc, c'est un peu les organismes qui vont faire la vérification puis vont s'assurer de la conformité de l'étiquetage des aliments. C'est quoi les conséquences d'un étiquetage non conforme? Mais on souhaitait le mettre de l'avant parce que, dans le fond, ça nous incite finalement à avoir un étiquetage qui demeure conforme aux exigences en vigueur. Donc, des rappels, ça peut mener jusque-là. Vous voyez sur ces exemples-ci, autant au provincial du MAPAC qu'au fédéral de la CIA. C'est des cas de rappel qui ont vraiment trait avec un étiquetage qui est non conforme. Donc, soit une absence de mention gardée réfrigérée ou des problématiques en lien avec la date de consommation. Donc, ça peut mener à des retraits ou des rappels. Puis ça, c'est la responsabilité de l'entreprise de le faire. Donc, c'est des coûts vraiment conséquents à l'entreprise suite à ces cas de rappel. On peut aller aussi vers des plaintes, des recours judiciaires. On perd la confiance de notre clientèle également quand on produit des étiquetages non conformes. Et puis aussi, on peut avoir des atteintes à la réputation des entreprises. Donc, c'est vraiment important de maîtriser les petites exigences qu'il y a au niveau de l'étiquetage des aliments pour s'assurer que ce soit conforme.
Je vous mets ici un petit exemple d'une compagnie qui est sortie récemment dans le Journal de Montréal, là, donc qui est visée par une action collective, donc pour de l'étiquetage trompeur finalement, des pâtes qui sont indiquées là, comme étant une marque de pâte numéro 1 en Italie, alors qu'elles sont faites au Canada et aux États-Unis. Donc, ça peut paraître un peu sans effort d'avoir fait une allégation dans ce genre-là. Mais par contre, quand c'est trompeur, comme ça pour les consommateurs, il peut y avoir des recours entrepris. Donc, l'entreprise, elle est responsable de la qualité sensorielle des produits qu'elle transforme. Hein. Vous faites des produits de belle qualité qui ont un goût intéressant. Vous êtes responsable aussi d'établir la durée de vie de vos produits. Vous êtes responsable de l'innocuité et de la salubrité de ces produits-ci là, pour éviter toute forme d'intoxication alimentaire là, suivant la présence de bactéries pathogènes, par exemple, dans les aliments. D'emballer, de fournir une méthode de conservation sécuritaire pour les produits que vous transformez, mais aussi, c'est le sujet dont on va traiter aujourd'hui, d'étiqueter de manière véridique et non trompeuse les produits en règle avec les exigences en vigueur. Il y a également le Guide alimentaire canadien qui informe les consommateurs là, que utiliser les étiquettes, c'est une méthode qui est pratique pour comparer nos aliments, pour faire des choix éclairés également. Puis, pour qu'ils puissent faire ça, il faut d'abord faire des étiquettes qui sont conformes, donc qui donnent la bonne information sur le produit alimentaire. Donc, on va voir dans les diapositives suivantes vraiment les éléments qui sont obligatoires, puis des éléments qui sont facultatifs pour l'étiquetage des produits alimentaires au Québec. Avant tout ça, on va démystifier de quoi on parle quand on parle d'étiquetage des aliments préemballés. Le terme aliments préemballés qui est un concept qu'on va voir dans la diapo suivante, là, qui est bien important de tenir en compte. Donc, on a l'étiquetage général, les exigences pour les aliments qui sont préemballés. Donc, ça veut dire qu'ils sont emballés avant d'être mis en vente. À cela, on a des exemptions. On va en voir quelques-unes tout au long de la présentation. À toute bonne règle, il y a toujours des exceptions. Donc, on parle de fruits et légumes frais qui n'ont pas besoin d'avoir de l'étiquetage dont on va parler. Produits emballés par un commis, comme par exemple dans un commerce d'alimentation, puis tout ce qui va être aliments vendus en vrac. Dans les exigences générales, on va parler du non usuel, quantité nette, datation, conditions d'entreposage, qu'on va voir dans les détails un petit peu plus loin. Puis, on a également l'étiquetage nutritionnel qui, lui, est vraiment plus spécifique sur certains des éléments qu'on voit ici. Donc, c'est vraiment axé sur le TVN, le tableau de la valeur nutritive, la liste des ingrédients, le symbole nutritionnel dont Sonia va nous parler un petit peu plus tard. Puis, elles sont facultatives, mais font aussi partie de l'étiquetage nutritionnel, là, les allégations dont on va voir aussi un peu quelques détails, quelques exemples. Donc, je vous disais que l'aliment préemballé, c'est vraiment un concept important. C'est vraiment ça qui est le cœur, finalement, de devoir apposer un étiquetage alimentaire sur ces produits. Donc, on parle vraiment d'un produit qui a été emballé pour la vente aux consommateurs, mais aussi pour la vente à d'autres entreprises ou institutions. On va parler des types de vente tout de suite après. Donc, c'est vraiment emballé également par les détaillants avant d'être mis en vente. Je vous disais qu'il y avait quelques exceptions, des exclusions à tout ça. Donc, on parle vraiment de fruits et légumes frais qui vont être munis d'une attache. On parle peut-être des bottes d'asperges qui sont regroupées ensemble, donc n'ont pas la nécessité de porter un étiquetage nutritionnel. Celles également qui sont recouvertes d'une enveloppe protectrice, comme par exemple un brocoli ou un chou-fleur. Les friandises d'une seule bouchée, puis les aliments qui vont être servis dans les comptoirs en épicerie. Par exemple, lorsqu'on fait couper de la charcuterie puis qu'on la réemballe. Je vous disais qu'on va aller démystifier le type de vente parce que ça aussi va nous donner des indications sur les exigences en termes d'étiquetage des aliments. On va parler de vente directe quand on a des restaurants ou des services de traiteurs qui vendent directement aux consommateurs des aliments qui n'ont pas été emballés. Des épiceries qui vendent des aliments en comptoir, donc comme je vous disais tout à l'heure, la charcuterie ou les fromages qui seraient coupés dans un comptoir puis emballés dans des sacs pour être donnés aux consommateurs. Puis on va parler également de tout ce qui a trait aux productions agricoles agro-transformateurs qui vont vendre leurs produits transformés. Puis là, on va vraiment mettre l'accent sur sans intermédiaire. Là, c'est vraiment directement du producteur au transformateur, les aliments qu'ils transforment, puis dans des lieux particuliers qui vont être soit à la ferme directement, dans les foires alimentaires ou marchés publics. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment des exigences minimales d'étiquetage. On va parler d'exigences minimales d'étiquetage et d'étiquetage nutritionnel, qui sont exigées pour les aliments qui sont vendus au détail. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, on va reprendre les restaurants services traiteurs, mais qui vont vendre au détail également leurs produits transformés qui ont été préemballés.
les aliments qui sont vendus dans les commerces officiels, donc avec les permis de vente au détail. Donc, tout à cela, on va mettre les entreprises en alimentation, donc les supermarchés, les épiceries, mais également les autres petits commerces du dépanneur, la boulangerie, marché d'alimentation. Donc, c'est la grande majorité des aliments et de l'étiquetage va concerner cette catégorie de vente-là. Puis également la vente institutionnelle qui est différente un petit peu dans ses exigences, ou la vente en gros, qu'on va souvent appeler B2B, va requérir finalement des fiches techniques. C'est le cas où les aliments seraient mis plutôt comme en vrac, là, par exemple des galettes végétales au tofu, dont on verra un exemple qui aurait été emballé dans un sac de plastique puis dans une caisse de carton. Donc, vont avoir besoin quand même d'informations sur le produit. Puis ça va être vendu là, notamment dans les institutions qu'on connaît, là, services scolaires, hôpitaux, résidences, ou autres milieux comme ça. C'est vraiment les produits qui ont été emballés et destinés à être retransformés finalement pour être servis aux consommateurs. Voilà. Donc, en termes de renseignements obligatoires, il y a des exigences générales là, par rapport à tout ce qui va être l'affichage de l'étiquetage sur nos aliments. Bien sûr, vous allez voir dans le cadre de la présentation, en ce moment, on n'aura pas l'occasion, on n'a pas le temps d'aller voir tous les détails techniques qui sont requis là, finalement par ces exigences-ci. On vous en glisse quelques petits mots, mais on vous conseille là, quand même d'aller approfondir tout ce qui va être étiquetage là, réglementé puis exigences là, en lien avec les outils que je vous présenterai tout de suite après. On va parler d'étiquetage bilingue, donc sauf exception, pour les aliments locaux. Quand on parle de locaux, quand on transforme dans une certaine localité qu'on va pouvoir nommer soit la municipalité, la ville ou un village, ou ça pourrait être une région également, à cela, on a l'exemption de l'étiquetage bilingue. On peut demeurer en français lorsqu'on est au Québec, puis que c'est la première langue parlée dans cette localité-ci. On va également avoir une obligation de mettre le pays d'origine, pardon, du produit qui est transformé, surtout pour les produits qui sont importés. Puis, à cela, je vous disais aussi qu'il y avait des exigences là, plus techniques, là, donc on va parler de lisibilité, de visibilité. Il va y avoir des tailles, des polices de caractère à respecter en fonction de l'élément qui va être réglementé. Les emplacements sont précisés également, donc il y a vraiment plusieurs informations que vous pourrez approfondir éventuellement avec les liens qu'on vous a laissés. Donc, qu'est-ce que ça vous prend pour emballer conformément aux exigences votre produit alimentaire? Bien, les informations obligatoires de base, ça vous prend un nom de produit. Il y a aussi la quantité nette, l'adresse du fabricant, datation, directive d'entreposage et cuisson, puis le beau pavé d'étiquetage nutritionnel qui comprend les éléments dont on a fait la mention plus tôt. Puis vous pouvez également mettre en valeur le produit alimentaire que vous transformez à l'aide d'allégations, de mentions, d'images ou de logos, puis on va voir un petit peu comment s'en servir, comment utiliser qu'est-ce qui est déjà autorisé dans la réglementation. Donc, dans les détails, je vous mentionne des beaux outils qui ont été faits, en fait, pour vous aider à concevoir vos étiquetages alimentaires. D'une part, au fédéral, il y a l'outil d'étiquetage pour l'industrie. C'est vraiment une belle bible qui comporte toutes les informations dont vous pourrez approfondir les détails là, de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Puis, le MAPAC également a mis à disposition des transformateurs un beau guide qui vous aide pas à pas à placer tous les éléments là, nécessaires à l'étiquetage des aliments, bien sûr basé sur la réglementation fédérale. Donc, je vous invite à consulter ces éléments-là pour approfondir les petits éléments. Donc, qu'est-ce que ça vous prend d'abord? Mais ça vous prend un nom de produit qui représente bien ce que contient le contenant. Donc, pour pas que le consommateur fasse le saut en ouvrant son produit, puis c'est pas du tout ça qui était nommé. Donc, ce nom de produit-là, ben, il peut être prescrit par la loi. Donc, on va parler d'aliments non normalisés. Ce sont des noms usuels. Il y en existe plus de 500 au Canada qui ont une norme de composition réglementée. Donc, c'est vraiment, pour s'appeler crème glacée ou pour s'appeler mayonnaise, il y a vraiment une norme de composition sur quoi peut contenir et ne pas contenir ce tel produit. Donc, c'est important de vérifier qu'on est conforme à ces exigences-là d'aliments normalisés. Si on ne l'est pas, donc on est un aliment non normalisé, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le nom du produit doit vraiment correspondre avec sa nature au produit qui est emballé. Donc, pourquoi il n'est pas conforme finalement à la norme de composition du produit normalisé? Puis dans ce cas-ci, on peut reprendre les exemples là, en parlant de dessert glacé pour un produit qui ne correspondrait pas à la norme de crème glacée. Ce nom-là, ben, il doit figurer sur l'espace principal de votre emballage alimentaire.
On va parler un peu de quantité nette aussi. C'est nécessaire d'apposer, d'afficher la quantité nette sur votre produit alimentaire. Elle est obligatoire pour les produits qui sont préemballés. On peut l'afficher finalement soit en volume pour un produit qui va être liquide ou en poids pour un produit qui est solide. Et en unité, si c'est applicable, elle va être présente sur l'espace principal, notamment sur la face avant, principalement des produits alimentaires. On va devoir l'arrondir selon des exigences qui sont mentionnées sur l'outil, puis l'apposer en caractère gras. À la quantité nette, il y a quelques exemptions, là, donc les produits en portions individuelles qui vont être emballés individuellement, là, notamment ceux pour les distributeurs automatiques, les portions individuelles qui sont servies en restaurant là, en accompagnement d'un repas, puis les fruits et légumes qui sont vendus au poids. On va parler aussi de nom et principal lieu d'affaires qui sont obligatoires à apposer sur vos emballages. Donc, le nom de la compagnie, c'est vraiment l'entreprise qui a fait la transformation, là, où les activités ont lieu, les activités de transformation, puis l'adresse. L'adresse, elle est recommandée d'être utilisée sous la forme, l'adresse municipale, donc avec ville, province, code postal, pays. On peut la placer n'importe où sur l'emballage des aliments, sauf sous le contenant. On va parler d'une taille minimale d'1,6 mm. Puis, dans son cas, à elle n'est pas obligatoire d'être en mode bilingue, donc on peut l'afficher en une seule langue. On va parler un petit peu de date limite de conservation. Donc, c'est un élément important, puis c'est un élément obligatoire pour les aliments qui ont une durée de vie de moins de 90 jours. Donc, la durée de vie, elle est établie par le transformateur, donc par le fabricant du produit. Ça peut être aussi mentionné pour les produits qui se conservent plus de 90 jours de manière volontaire. Donc, ce n'est pas obligatoire de le mettre, mais les transformateurs ne sont pas empêchés de la mettre finalement. On la place n'importe où sur l'emballage, sauf dessous, encore une fois. Puis si on n'a pas le choix de la mettre dessous, donc il faut avoir une indication qui nous précise qu'elle est là. On la met habituellement sous son format mois et jour, dans un mode bilingue. Donc, c'est important de s'assurer qu'on a les bonnes lettres qui correspondent au bon mois. Puis on peut apposer l'année de manière facultative là, sur cette date d'emballage. On va faire une distinction ici là, un petit peu plus détaillée sur la différence entre une date limite de conservation et d'utilisation. Donc, la date limite de conservation, c'est la date de péremption, c'est le meilleur avant. C'est établi par l'entreprise. Ça va être vraiment déterminé par le transformateur alimentaire. C'est la période pendant laquelle le produit non ouvert va conserver sa fraîcheur, son goût, son innocuité puis sa valeur nutritive. Donc, ça, c'est vraiment la date limite de conservation. Comparativement à celle-ci, la date limite d'utilisation, elle est prescrite pour des aliments d'une catégorie particulière. On va parler des aliments, les préparations pour nourrissons, les substituts de repas. Puis, c'est vraiment la date au-delà de laquelle on va arrêter de consommer le produit. Donc, parce qu'on ne peut plus assurer sa valeur nutritive dans le temps, cette valeur nutritive-là, elle peut évoluer. Donc, pour les besoins nutritionnels de ces populations-là, on va vraiment utiliser une date limite d'utilisation. Il y a des cas particuliers au niveau des dates limites d'utilisation, de conservation, pardon, je vais utiliser les bons termes. Par exemple, ici, on voit le cas des poissons fumés. Il y a deux façons de distribuer les poissons fumés là, qui ont été fabriqués au Québec. Soit on les congèle, soit on les réfrigère. Donc, quand on a une pellicule qui est non perméable à l'oxygène, ça peut occasionner la croissance d'une bactérie pathogène qui croît sans oxygène. Donc, à ce moment-là, c'est obligatoire de distribuer les poissons congelés. C'est important de garder la mention, là, garder congelé jusqu'à utilisation pour ce type de produit-ci. On a aussi l'autre méthode qui est avec une pellicule perméable à l'oxygène, celle-ci, puis à ce moment-là, on peut conserver le poisson fumé en réfrigération. Mais on va devoir lui donner une durée de conservation maximale de 14 jours. Donc, si on fait du réemballage, il faut toujours s'ajuster pour qu'on ait une durée maximale de 14 jours. Puis, toujours ne pas oublier l'inscription de la mention « garder réfrigéré » là, sur de tels produits. Les indications de conservation sécuritaire, c'est aussi obligatoire dans certaines conditions. Donc, elles vont être obligatoires si elles diffèrent de la conservation à température ambiante. Lorsqu'un produit alimentaire ne peut pas se conserver sur une tablette, puis qu'il y a un mode différent, qui soit la réfrigération ou la congélation, bien, c'est obligatoire de le mentionner pour être certain que le consommateur le conserve de la bonne manière, puis qu'il consomme un produit qui va être salubre et qui sera exempt de bactéries, par exemple, parce qu'il a été conservé dans les bonnes conditions. On parle dans ce cas-ci de conservation au réfrigérateur ou gardé congelé. On va mettre ça n'importe où sur notre emballage d'aliments, sauf sur le dessous. Puis vous voyez ici des exemples de produits alimentaires qui ont utilisé ces mentions-là.
Il y a également des mentions particulières pour certaines catégories d'aliments, puis vous allez pouvoir les approfondir là, avec les outils dont on vous a parlé là, de la CIA et du MAPAC. Ils sont vraiment pour des catégories d'aliments particulières et aussi à destination d'une population qui se veut plus vulnérable, comme par exemple les fromages faits de lait cru. Donc, c'est obligatoire de le mentionner pour prévenir qu'il y ait des risques là, associés à la santé des personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes dans ce cas-ci. Il y a aussi des modes de préparation sécuritaires. Hein. C'est surtout pour les produits qui sont non cuits ou qui visent à avoir une méthode de réchauffage. On veut que ce soit sécuritaire lorsqu'on le consomme. Donc, c'est obligatoire de mettre ces mentions-là pour que le consommateur puisse avoir toutes les indications nécessaires à une consommation sécuritaire des produits alimentaires. Je vais maintenant passer un peu de temps là, sur tout ce qui va être l'étiquetage nutritionnel, notamment sur le tableau de valeur nutritive, la liste des ingrédients et allergènes, puis les allégations, tout juste avant de reprêter la parole à Sonia pour l'étiquetage sur le devant de l'emballage. Au niveau du TVN, du tableau de valeur nutritive, donc c'est obligatoire sur la plupart des aliments préemballés. On doit y mettre des renseignements obligatoires comme son titre, la portion indiquée. L'énergie, puis 12 nutriments obligatoires. À cela, on peut ajouter des renseignements complémentaires si notre aliment transformé a une teneur en vitamine C intéressante, par exemple, on peut l'ajouter. Puis à cela, il y a toujours des exigences minimales là, pour pouvoir le faire. On va également retrouver dans notre TVN le pourcentage de la valeur quotidienne pour certains des nutriments, puis les quantités en valeur absolue pour chacun des nutriments, ainsi que la petite note de bas de tableau, 5 ou moins, c'est peu, 15 et plus, c'est beaucoup. On va retrouver notre TVN sur un espace continu de l'emballage. Habituellement, c'est sur l'arrière de l'emballage ou sur les côtés. Puis, il y a d'autres détails techniques, là, notamment comme l'orientation, l'ordre des nutriments, les caractères. Il y a des exigences par rapport à tout ça. Puis, vous allez pouvoir l'approfondir certainement sur les outils proposés. À toute bonne règle, il y a des exemptions. Il y a des exceptions. Donc, on va parler des aliments qui sont toujours exemptés d'afficher un TVN. Dans ce cas-ci, on va avoir les fruits et légumes frais entiers ou coupés qui sont sans ingrédients ajoutés. Il y a également les portions individuelles qui sont destinées à être servies avec un repas, comme par exemple les petits craquelins emballés qui visent à accompagner une soupe, par exemple. Les produits laitiers qui sont vendus en contenant de verre réutilisables, puis tous les produits alimentaires de très petite taille là, qui vont avoir une surface exposée disponible de moins de 15 cm². Puis, à l'aide du lien ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver comment on fait pour calculer cette surface exposée disponible-là. Il y a d'autres cas où les produits alimentaires sont interdits de porter un TVN. Là, on va parler encore notre catégorie particulière de préparation pour nourrissons, substituts de repas, pour qui, eux, il y a des tableaux de valeur nutritive déjà d'élaborer, puis ont d'autres exigences là, finalement. Puis, aussitôt qu'on va vouloir faire une allégation sur la valeur nutritive d'un nutriment ou autre pour notre aliment, bien là, à ce moment-là, si on est exempté, on va avoir l'obligation d'afficher un TVN. Il y a des aliments qui sont habituellement exemptés d'avoir un TVN, donc il y a des raisons pour lesquelles ils pourraient perdre cette exemption-ci. Je vous invite à consulter le lien pour connaître ces raisons-là. Mais on va parler dans ce cas-ci d'aliments habituellement exemptés lorsque tous les renseignements nutritionnels sont de zéro, donc qu'il n'y a comme pas de valeur nutritionnelle associée à ça. On peut parler comme par exemple du vinaigre. Les boissons qui contiennent plus de 0,5 % d'alcool, les produits de viande, volaille, poisson cru d'un seul ingrédient frais ou congelé. On va également retrouver les produits qui sont vendus uniquement dans le commerce de détail où ils sont préparés. On va donner par exemple des petits gâteaux qui seraient fabriqués là, dans un comptoir de pâtisserie puis mis en vente directement dans le commerce de détail. Les produits qui sont uniquement vendus par son transformateur, puis là, qui sont vendus dans ces milieux-ci, là, un marché, une foire agricole ou une érablière. Puis on va se rappeler la diapositive sur le type de vente. On va vraiment parler de vente directe dans ce cas-ci du producteur au consommateur. La portion individuelle qui est destinée à une consommation immédiate, donc il n'y a pas recours à un procédé de conservation, là, comme par exemple les sandwichs ou les salades préparées dans les comptoirs d'épicerie. Puis finalement, les produits qui sont vendus dans le commerce de détail où ils sont emballés. Dans ce cas-ci, on va penser par exemple à des petits cubes de fromage là, qui sont coupés puis réemballés pour la vente. Je vous donne ici un petit exemple de avant-après. En 2016, il y a eu une modernisation de la réglementation là, sur l'étiquetage nutritionnel qui visait à améliorer la lisibilité puis de faciliter la comparaison des produits entre eux là, pour les consommateurs. Donc, vraiment, de s'assurer qu'on a vraiment le nouveau modèle d'après 2016 là, qui est obligatoire depuis 2022 là, de la part des transformateurs. Donc, s'assurer de satisfaire à ces exigences-là.
On parle un peu de portions indiquées, quantité de référence pour afficher notre tableau de la valeur nutritionnelle. Bien sûr, c'est des éléments très importants à considérer. La quantité de référence, elle, c'est une quantité qui est réglementée. Elle va être établie par Santé Canada pour une multitude de catégories de produits. On va voir un exemple à la diapo suivante. Puis ça représente donc la quantité qui est habituellement consommée en une seule occasion, donc pour la catégorie de produits en question. Pour la portion indiquée, donc, elle va être établie pour l'aliment tel que vendu, puis elle est étroitement reliée finalement à la quantité de référence. C'est vraiment la quantité sur laquelle on va calculer la teneur en nutriments du TVN. Puis, on va l'afficher de deux manières, donc soit avec la mesure domestique, là, on va parler de tasse ou de cuillère à thé à soupe, ou la unité de mesure métrique, donc en grammes ou en ml, dépendamment si le produit est liquide ou solide. Un exemple de quantité de référence, donc c'est vraiment important d'aller consulter les quantités de référence par rapport aux sous-catégories de produits que vous transformez. Ici, on a l'exemple d'une vinaigrette de la sous-catégorie H4. Donc, on voit à la colonne 2 que sa quantité de référence est de 30 ml. Puis, le mode d'affichage à la colonne 3, donc on va avoir la mesure métrique, donc qui va être la cuillère, la quantité de référence, le 30 ml, puis sa mesure domestique équivalente, donc 2 cuillères à soupe dans ce cas-ci. Donc, c'est comme ça qu'on affiche les portions indiquées, dans le tableau de la valeur nutritive. On a deux types d'emballage, finalement, un emballage à portion individuelle, puis un emballage à portion multiple, pour lequel la portion indiquée peut différer. Prenons l'exemple ici d'un contenant d'une portion, donc un emballage individuel. Les exemples sont le contenant de berlingots de lait, des yogourts en petit format, dont on va consommer finalement tout ce qui est à l'intérieur de ce contenant-ci. Puis pour afficher la portion, donc, on va devoir correspondre à un produit qui a moins de 200% de la quantité de référence. Donc, dans le cas du lait, la quantité de référence, elle est de 250 ml. Donc, si on a moins de 500 ml, qui est le 200% de cette quantité-là, on va considérer qu'on consomme l'emballage au complet, puis raisonnablement, là, donc en une seule fois. Donc, à ce moment-ci, on va déclarer la portion indiquée entière de l'emballage, donc le 473 ml. Dans le cas des emballages à portions multiples, donc un emballage qui va contenir plus de 200% la quantité de référence. Là, on va parler d'exemples comme des craquelins dans ce cas-ci, céréales à déjeuner, mais les pots de yogourt aussi de grand format. Donc, on peut se représenter l'emballage de craquelin ici qui correspond à plus de 40 grammes, qui est 200% de la quantité de référence de 20 grammes. Puis, est-ce qu'il peut être consommé en une seule fois? Probablement pas. Là, c'est des emballages de portions multiples. À ce moment-ci, donc, on va déclarer notre portion indiquée comme étant la quantité de référence. Puisqu'on déclare la quantité de référence là, de plusieurs marques de craquelin, plusieurs marques de craquelin basées sur le 20 grammes. Donc, ça va nous permettre finalement, en tant que consommateur, de pouvoir mieux comparer les différents craquelins puis d'en choisir un qui convient à nos besoins. On indique également le pourcentage de valeur quotidienne dans notre tableau de valeur nutritive, calculé par rapport à la quantité de nutriments là, pour notre portion indiquée. Ce pourcentage de valeur quotidienne-là, il est basé sur les valeurs quotidiennes dont vous voyez un exemple ici sur la diapo, soit pour les nourrissons, les enfants ou pour la population. Puis, on s'assure d'avoir les dernières valeurs qui sont actualisées là, en fonction des besoins de la population par Santé Canada. La teneur en nutriments qui est affichée dans notre tableau de la valeur nutritive, elle peut être calculée de différentes manières. Finalement, on peut utiliser l'approche directe, donc de faire des analyses en laboratoire sur un lot d'échantillons de notre produit transformé. Mais on peut aussi utiliser une approche indirecte, donc fondée sur les fiches de spécification de nos fournisseurs d'ingrédients, donc pour qui les valeurs nutritives sont mentionnées. Donc, on peut utiliser ces valeurs-là en fonction de la quantité d'ingrédients qu'on met dans notre aliment transformé, ou par une autre approche indirecte, finalement, en utilisant les bases de données de référence, comme par exemple le fichier canadien des éléments nutritifs, donc qui va nous donner les valeurs nutritives pour une multitude d'ingrédients ou d'aliments. On a aussi la latitude d'avoir une marge d'erreur de 20% sur les teneurs en nutriments qu'on indique dans notre tableau de la valeur nutritive, notamment pour laisser une latitude là, aux transformateurs si, par exemple, on changeait de fournisseur ou pour la variabilité naturelle de certains ingrédients. Comment on conçoit le TVN? Il y a deux bonnes manières de le faire qui sont allouées par les réglementations. Donc, soit on va directement faire des analyses en laboratoire
pour chacun des nutriments à indiquer dans notre TVN, pardon, mais c'est souvent des analyses qui se veulent dispendieuses. La seconde méthode, elle est couramment utilisée là, par la plupart des transformateurs, puis elle est aussi bien recommandée à l'aide des logiciels dont vous voyez quelques exemples ici, puis qui vont nécessairement utiliser des bases de données génériques dans lesquelles on peut aussi introduire nos fiches techniques d'ingrédients particuliers. Dans ce cas-ci, ben, c'est important de connaître le rendement de la recette du produit transformé qu'on produit, puis de garder un jugement critique sur les valeurs qui sont transmises, là, notamment il peut y arriver des fois des petites incohérences, donc toujours de s'assurer qu'on a quand même un suivi ou une bonne connaissance de la valeur nutritive du produit qui va être transformé. Puis aussi de s'assurer que notre logiciel, ben, il soit conforme finalement aux règles d'affichage puis d'arrondissement pour le tableau de valeur nutritive. Je vais passer maintenant à la liste des ingrédients et des allergènes. Donc, au niveau de la liste des ingrédients, elle aussi, elle est obligatoire sur la plupart des produits préemballés. Elle va indiquer, comme vous le savez certainement bien, l'ordre des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur poids. Puis, elle permet aux consommateurs de se renseigner sur quels sont les ingrédients à l'intérieur du produit transformé, d'où viennent les sources de nutriments, tout ce qui va être en lien avec les allergènes également. Puis, plus récemment, là, au niveau de la quantité de sucre ajouté par rapport aux autres ingrédients du produit alimentaire. Il y a eu, comme je vous disais, en 2016, des changements dans la réglementation qui permettent aux consommateurs d'être mieux renseignés sur les ingrédients qu'ils consomment à travers un produit, notamment en lien avec les colorants alimentaires. Donc, on désigne maintenant le nom usuel du colorant à la place du terme colorant. Puis, on va regrouper les ingrédients à base de sucre entre parenthèses, qu'on va voir à la diapositive suivante. Donc, c'est une modification qui a été faite depuis 2016, obligatoire depuis 2022, de regrouper tout ce qui va être ingrédient à base de sucre ou qui a un objectif d'édulcorant dans le produit alimentaire pour que le consommateur soit plus au courant là, de la quantité de sucre qu'il consomme à travers un produit. L'annexe qui est disponible là, au lien suivant va vraiment vous donner tous les types de sucres qui sont à regrouper à la suite du mot sucre entre la parenthèse. Donc, on va parler des sucres simples comme le fructose, glucose, mais aussi tous les sucres blancs de canne, et puis tous les agents édulcorants à base de sucre, donc le miel, sirop d'érable, mélasse. Il y a également tout ce qui va être substitut fonctionnel d'agents édulcorants, comme les jus de fruits concentrés, les purées de fruits concentrés, purée, pâte de fruits, les condensés sucrés. Donc, ce sont tous des exemples de produits qui doivent être regroupés à la suite du terme sucre. L'étiquetage des allergènes, c'est un des plus grands cas de rappel de produits alimentaires que je peux constater. Donc, c'est obligatoire de le faire, bien entendu, pour la sécurité des consommateurs. Mais il y a deux façons de le faire là, qui sont allouées par la réglementation. Donc, soit on le fait directement dans la liste des ingrédients, où on va mettre entre parenthèses le nom de l'allergène à la suite de l'ingrédient, qui est une source de cet allergène-ci, ou on va le faire directement sous la mention « contient ». Donc, contient tel allergène. Puis, on va utiliser la notification de « peut contenir » lorsqu'on a des risques de contamination croisés avec un allergène. Donc, malgré toutes les précautions qu'on prend dans l'entreprise, on ne peut pas faire abstraction d'une possible source de cet allergène-ci. Donc, on va l'indiquer dans la notification « peut contenir ». Donc, c'est un élément à considérer lorsque vous transformez des produits alimentaires. Donc, de vérifier les fiches de spécification des ingrédients que vous utilisez pour être sûr et certain que vous faites les mentions d'allergènes dans votre produit alimentaire, dans la liste des ingrédients. J'avais une petite infographie. Donc, ces éléments-ci ont été modernisés, comme je vous l'ai dit, à quelques reprises. Là, donc, vous devez vous assurer là, depuis 2022 d'être conforme avec les exigences sur l'étiquetage nutritionnel principalement, là, où l'Agence canadienne puis le MAPAC donc, ont maintenant le pouvoir discrétionnaire là, de vérifier la conformité de l'étiquetage alimentaire à ce propos-ci. Je vous fais une petite mention sur qu'est-ce qu'il y en est des aliments qui sont vendus dans le secteur HRI, l'hôtellerie, restauration puis institution. Donc, c'est un peu le même type d'ingrédients d'informations qu'on va aller indiquer. Mais comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, c'est présenté de manière un tout petit peu différente. Comme souvent, on a des emballages plus en gros, des sacs de plastique à l'intérieur d'une caisse de carton. Donc, on n'affiche pas les détails sur cette caisse nécessairement là, mais il y a une fiche technique qui suit les produits. Puis on va essentiellement retrouver les mêmes types d'informations. Donc ici, dans mon exemple de galette au tofu, on va vraiment revoir une description du produit, la liste des ingrédients, le tableau de la valeur nutritive sont encore présents. On peut également faire la mention d'allégation ou de certification que le produit posséderait.
Également, sur cette fiche, on va vraiment avoir les informations sensorielles, si on veut, sur le produit, son mode de cuisson, d'entreposage, de conservation. La durée de vie va être également présente dans ce cas-ci. Les formats qui sont disponibles, puis tout ce qui va avoir lien avec la qualité microbiologique et puis la présence d'allergènes. Donc, c'est vraiment essentiellement le même type d'informations qu'on va donner sur ces fiches techniques-là, mais ils vont être fournis là, avec le produit alimentaire. Je fais maintenant un tout petit bout sur les allégations et mentions volontaires pour les produits alimentaires avant de passer la parole à Sonia. Donc, quelles sont les allégations permises au Canada? Il y a des éléments qu'on voudrait mettre en valeur sur nos produits alimentaires. Il existe des choses qui sont autorisées, qu'on peut faire de la bonne manière en suivant les exigences. Donc, ça peut être intéressant de s'en servir là, pour pouvoir mettre en valeur nos produits. Il faut par contre, penser que quand on utilise des allégations ou qu'on fait des mentions volontaires, il y a la loi qui nous interdit là, de déclarer des informations trompeuses susceptibles de créer une fausse impression. Donc, il faut mettre en valeur notre produit, oui, mais conformément là, finalement à respecter la réglementation qui est en vigueur. Puis, dans les prochaines diapos, je vous donne quelques exemples. Bien sûr, je n'ai pas couvert l'entièreté de tout ce qui était possible de faire. Si vous avez des questions là, à ce sujet-ci, on va demeurer disponible, Sonia et moi, à la toute fin pour y répondre. Donc, je vous donne quelques exemples là, en termes d'allégations sur la composition et qualité dans ce cas-ci. On peut vouloir mettre de l'avant le fait que notre produit est fait de pur jus d'orange, qu'il est authentique, qu'il suit les exigences par rapport à certains régimes végétaliens et végétariens. On peut vouloir mettre en évidence un ingrédient, par exemple, fait de fibres intéressantes pour la santé. Donc, on va vouloir mettre la teneur, en fait, de cet ingrédient-là. On peut aussi vouloir signifier l'absence d'ingrédients, d'additifs ou d'éléments nutritifs, comme par exemple sans agent de conservation. Donc, il y a quand même des exigences là, à satisfaire quand on utilise ce type d'allégation-ci. Des allégations négatives également, par exemple, sans gluten. Donc, il y a vraiment des exigences pour pouvoir signifier que notre produit ne contient pas de gluten. Puis, plusieurs exigences également là, quand on veut mentionner l'origine de l'aliment ou des ingrédients qui nous intéressent beaucoup là, ces temps-ci là, en nommant qu'on est un produit du Québec, un produit du Canada. Donc, il y a vraiment des exigences à respecter là, lorsqu'on veut faire telles allégations. Je vous donne ici un petit exemple aussi qui est trompeur d'insister sur la présence d'un ingrédient, comme dans ce cas-ci du beurre dans un gâteau, quand c'est une quantité très infime de beurre qu'on utilise par rapport à une autre matière grasse. Donc, l'élément trompeur était toujours à garder en tête là, finalement quand on utilise ces types d'allégations-ci. Donc, je vais passer à ma diapo suivante. La composition et la qualité. Donc, la qualité peut être aussi un élément intéressant à mettre de l'avant. Comme quand on a des certifications, par exemple, comme les produits biologiques. Donc, c'est intéressant de les avoir. Par contre, il faut respecter les exigences là, en lien avec ces certifications-ci. Il y a d'autres catégories de produits aussi qui ont des normes de qualité intéressantes, comme par exemple la classification du miel ou du sirop d'érable. Donc, c'est de respecter les exigences finalement par rapport à ces catégories de produits-ci. On va pouvoir aussi faire des mentions sur la méthode de transformation, donc un lait UHT ou pasteurisé. Ça peut être important de mettre de l'avant la méthode de transformation qui a été utilisée pour le produit transformé. Puis un autre exemple également, c'est vraiment le mot frais. Donc, c'est vraiment associé au fait qu'il n'y ait pas eu de transformation ou de méthode de conservation qui est appliquée pour certains produits, comme par exemple le pain frais. Donc, pour utiliser le terme frais, il faut s'assurer de répondre aux exigences. On peut faire aussi des déclarations quantitatives. Ça peut être intéressant de mettre de l'avant une quantité d'un élément nutritif qui est d'intérêt pour le produit alimentaire, comme par exemple. On peut le faire à l'extérieur du TVN. C'est bien de le voir dans le TVN, mais il y a d'autres mentions qui peuvent être faites à l'extérieur. Puis là, on va parler des éléments nutritifs qui sont mentionnés là, principalement dans le TVN, mais également tous ceux qui sont complémentaires comme renseignements. Et puis également des éléments nutritifs non requis, comme par exemple des acides aminés spécifiques. On va vouloir aussi peut-être mettre les constituants d'un élément nutritif, comme par exemple des lipides. On va aller préciser là, le contenu en DHA ou pardonnez-moi, en EPA. Comme par exemple, aussi, on pourrait vouloir mettre de l'avant la quantité en calcium dans une barre. Dans ce cas-ci, c'est important de toujours déclarer la portion pour laquelle on a déclaré une teneur quantitative.
Ensuite, on va regarder des allégations sur la valeur nutritive, donc des nutriments pour lesquels on voudrait augmenter sa consommation qui sont d'intérêt à mettre de l'avant sur nos produits. Ça concerne principalement les macronutriments comme les protéines, les fibres, mais aussi les vitamines et minéraux. Ça va être basé sur les valeurs quotidiennes, finalement, de ces nutriments-là, pardon. Et on va aller chercher des valeurs quotidiennes qui sont entre 5, 15 et 25 pour aller chercher différents types d'allégations nutritives sur ces éléments-là. Mis à part l'exception de la vitamine C, où ces valeurs quotidiennes vont être de 5, 30 et 50 dans son cas. Pour les protéines, donc, on va baser nos allégations sur la valeur nutritive sur la cote protéique de l'aliment. Donc, c'est un concept que je vous invite à approfondir si vous voulez utiliser des allégations sur les protéines. Puis, pour les fibres alimentaires, on va parler d'une quantité finalement entre 2, 4 et 6 grammes. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être mises de l'avant sur les produits alimentaires quand vos produits ont des teneurs intéressantes dans ces nutriments-ci. À contrario, on va pouvoir aussi mettre de l'avant des allégations sur des nutriments dont on voudrait réduire la consommation. Dans ce cas-ci, on va parler plutôt des nutriments comme le sodium, les gras saturés, le sucre, cholestérol et énergie. Ça va être également basé sur les quantités de référence des nutriments par portion indiquée, mais aussi par quantité de référence. Donc, on va s'assurer de combler les exigences pour ces deux quantités-là. Et puis, on va pouvoir aussi mettre de l'avant le fait qu'on a amélioré, transformé un produit alimentaire, qu'on l'a réduit d'un nutriment préoccupant, comme par exemple ici, on pourrait utiliser une allégation pour une réduction en sodium. Donc, on va s'assurer par contre de devoir remplir l'exigence qu'il ait moins de 25 de la teneur en sodium. On peut utiliser des termes aussi, des mots plus spécifiques, là, comme par exemple dans ce cas-ci par rapport au sodium, légèrement salé. Donc, à ce moment-ci, il faut remplir l'exigence d'avoir au moins 50 de sodium de moins qu'un aliment de référence similaire. Puis enfin, je vous donne un petit exemple ici d'allégations nutritionnelles fonctionnelles, donc qui vont un petit peu plus loin finalement dans le rôle qu'ils ont sur la santé par rapport toujours aux nutriments qui sont présents dans un aliment. Puis si ça demeure vraiment à titre d'exemple, il y en existe encore plus là, sur le site Internet de Santé Canada. Puis ça peut être des choses qui sont intéressantes à mettre de l'avant, non seulement sur votre emballage alimentaire, mais aussi votre site Internet. Il faut toujours considérer que votre site Internet est aussi en lien finalement avec les exigences d'étiquetage sur les aliments. Donc, il doit aussi là, satisfaire à tous ces exigences-là. Donc, finalement, on pourrait vouloir aussi là, avoir de l'intérêt à mettre des choses qui ne sont pas dans le cadre réglementaire actuel sur nos emballages d'aliments, des allégations qui ne seraient pas élaborées ni revues là, par Santé Canada dans ce cas-ci, mais plutôt mises de l'avant par les entreprises ou les transformateurs. Santé Canada nous dit qu'on ne doit pas s'y fier nécessairement pour faire nos choix d'aliments parce qu'elles n'ont pas été vérifiées finalement sur leur conformité. Si vous souhaitez en faire, nous, on le recommande moins. On recommande plutôt de s'en tenir à ce qui est déjà autorisé dans la réglementation actuellement. Puis comme par exemple, je vais vous parler ici de symboles, logos ou des termes précis. On pourrait faire une tarte aux fraises avec une belle image de fraises fraîches sur l'emballage. Lorsque on regarde la liste des ingrédients, finalement, c'est plus des arômes de fraises. Donc, on va dans ce sens-là d'une image trompeuse par rapport au contenu d'un aliment. Donc, c'est un peu le type d'allégation dont on voudrait faire attention. Puis également des mots, langage simple qui ne sont pas vraiment fondés là, par des études scientifiques qui ont prouvé que l'aliment était soit sain, intelligent ou raisonnable. Donc, on recommande de faire abstraction de ces types de mots-là qui sont un peu vagues finalement, qui laissent sous-entendre des bienfaits pour la santé, là, notamment comme des termes antioxydants ou améliorent les performances cognitives. Donc, on recommande de faire abstraction de ces types d'allégations-là. Donc, je vais passer la parole à Sonia pour la suite. Je vais départager mon écran pour qu'elle puisse le faire. Je vous remercie. Merci Marie-Pascale. Je vais juste ajuster mon écran. Est-ce que vous voyez, Marie-Pascale, peut-être me dire si vous voyez le complet ou vous avez... Oui. Parfait, super. Tu te remettras en diaporama, Sonia. OK, c'est ça, je voulais savoir, merci. Comme ça? Parfait. Donc, merci Marie-Pascale. Donc, effectivement, le dernier point qui nous reste à traiter aujourd'hui concernant l'étiquetage, c'est l'étiquetage sur le devant de l'emballage. En fait, en 2022, c'est Santé Canada qui a lancé cette nouvelle réglementation-là
pour vraiment mettre en évidence sur l'emballage des aliments ceux qui sont riches en gras saturés, sucre et ou sodium. Donc, vous voyez présentement à l'écran l'exemple avec la petite loupe. Puis, l'idée derrière ça, c'est de rendre ça facile pour les consommateurs, qu'ils puissent voir facilement et rapidement les produits qui sont riches en ces nutriments-là. Puis la raison, c'est que ces nutriments-là, donc le gras saturé, sucre et sodium, c'est un facteur de risque pour plusieurs maladies chroniques, incluant l'obésité, les maladies cardiovasculaires et aussi le diabète. Donc, à partir du 1er janvier 2026, ça va être obligatoire de l'apposer sur les aliments qui sont riches en ces nutriments-là pour la plupart des aliments emballés. Donc, bien que l'objectif, c'est de protéger la santé des Canadiens en les encourageant à choisir des aliments qui sont plus sains pour eux, il y a quand même un impact souhaité supplémentaire de la part de Santé Canada qui est d'inciter les transformateurs à réduire en nutriments les produits qui sont déjà en marché, donc via la reformulation, bien des nouveaux produits qui vont être mis en marché pour mettre en marché à ce moment-là des nouveaux nutriments, des nouveaux produits qui sont plus nutritifs. Afin de déterminer si notre produit doit porter le symbole de Santé Canada, il y a des seuils qui ont été fixés par Santé Canada et c'est basé sur la valeur quotidienne. Pour la plupart des aliments, donc je pense par exemple à du jambon, du pain tranché, des yogourts, des saucisses, donc la plupart des aliments qui ont une quantité de référence au-dessus de 30 grammes, c'est le seuil de 15 de la valeur quotidienne qu'on doit utiliser. Donc, si par exemple, on a de la saucisse, puis qu'il dépasse le seuil de 15 de la valeur quotidienne en gras saturé, le produit va devoir afficher sur le devant de l'emballage le fait que c'est une teneur élevée en gras saturé via le petit symbole de la loupe. Si en plus, ce produit-là contient 15 ou plus de valeur quotidienne en sodium, dans ce cas-là, le symbole doit également être affiché pour le sodium. Donc, c'est un seul symbole, puis ça va contenir les deux nutriments en question. Pour les aliments qu'on consomme en plus petite quantité, donc par exemple vinaigrette, des condiments ou bien aussi des craquelins, des biscuits, tous ceux qui ont une quantité de référence en dessous de 30 grammes, mais dans ce cas-là, c'est le seuil de 10 de la valeur quotidienne qui doit être utilisé pour déterminer si notre produit aura apporté le symbole ou non. Puis lorsqu'il s'agit de plats principaux, donc des mets composés, de la pizza, dans ce cas-là, c'est des quantités qu'on consomme en plus grande. C'est un repas, donc on en prend un petit peu plus. Puis dans ce cas-là, c'est de 30 de la valeur quotidienne qu'on doit utiliser afin de déterminer si notre produit doit avoir le symbole. Les seuils en question, le calcul doit se faire à partir de la valeur la plus élevée entre la quantité de référence et la portion indiquée sur le tableau de la valeur nutritive. Marie-Pascale en a parlé quand même un petit peu tantôt, mais si on reprend l'exemple des saucisses, si on a en plus, j'ai pris un tableau de valeur nutritive qui n'est pas conforme, je m'excuse Marie-Pascale, mais c'était un vieux TVN que j'avais en main. Donc, si on prend cet exemple-là, les saucisses, la quantité de référence est à 75 grammes et la portion indiquée sur le TVN est indiquée à 55 grammes. Donc, le calcul doit se faire sur la quantité la plus élevée qui, dans ce cas-là, est la quantité de référence. Donc, on doit faire le calcul pour les seuils, autant pour le gras saturé, le sucre et le sodium et vérifier si à ce moment-là, ça dépasse le seuil de 15 Ici, oui, le produit va devoir porter le symbole. Comme Marie-Pascale l'a mentionné aussi tantôt, il y a certaines exemptions, des exemptions complètes, comme par exemple les exemptions techniques. Donc, les petits godets de crème qui sont servis avec une tasse de café, ce n'est pas nécessaire d'avoir le symbole. Les laits qui sont vendus dans des contenants en verre réutilisables, des très petits emballages. Puis aussi des exemptions liées au TVN. Encore une fois, ce sont seulement que des exemples, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Les produits de viande ou poisson cru qui ont un seul ingrédient, ce n'est pas nécessaire de porter de TVN. Par conséquent, ce n'est pas nécessaire non plus d'avoir affiché le symbole. Puis, les produits qui sont, par exemple, faits sur une ferme, que c'est emballé, étiqueté là avec un autocollant et tout ça, ce n'est pas nécessaire non plus d'avoir à porter le symbole. Il y a des exemptions conditionnelles aussi. Donc, les aliments qui sont bénéfiques pour la santé, comme par exemple les fruits, les légumes, les noix, n'ont pas besoin de porter le symbole à condition qu'ils ne contiennent pas de sodium ajouté, sucre ajouté ou gras ajouté. Même chose un peu pour les produits laitiers. Donc, les produits laitiers qui fournissent un nutriment qu'on manque présentement au Canada, donc du calcium. Donc, aussitôt qu'un de ces produits-là contiennent plus de 5 de la valeur quotidienne en calcium et qu'il n'y a pas d'ajout de sucre ou de gras, mais dans ce cas-là, ils sont exemptés de porter le symbole.
Au-delà des exemptions, il y a aussi des interdictions qui sont liées au symbole. C'est pas mal les mêmes aussi que ce que Marie-Pascale a mentionné tantôt. Donc, les produits destinés aux bébés, aux nourrissons, ceux qui ont des régimes particuliers, c'est interdit en fait d'afficher le symbole. Ce ne serait pas avantageux de leur part, mais bon, c'est malgré tout une interdiction. Lorsqu'il y a le symbole pour, par exemple, le sucre, on n'aurait pas le droit d'écrire une allégation portant sur le sucre, sauf s'il s'agit d'une allégation de type réduite en. Donc, on peut réduire en sucre, avoir quand même le symbole, ça, c'est permis dans ce cas-là. Donc, à nouveau, on a apposé ici le lien qui peut vous orienter un petit peu à travers cette réglementation-là en lien avec le symbole sur le devant de l'emballage. De notre côté, on a développé l'outil SCAN, dont je vais vous présenter un petit peu plus aujourd'hui. Donc, SCAN, c'est un simulateur calculateur d'amélioration nutritionnelle qui peut vous aider à vérifier justement si votre produit aurait le symbole sur le devant de l'emballage, le symbole de Santé Canada. Mais il peut aussi servir à déterminer c'est quelles améliorations qui seraient à faire si on veut éviter d'avoir le symbole, mais aussi si on veut se démarquer de la compétition. Donc, si on veut être meilleur que la moyenne des produits comme nous, donc SCAN nous permet de faire ça aussi. Puis, on peut comparer la valeur nutritive avec les compétiteurs de ce type de produit-là. On peut faire des simulations pour la reformulation de recettes en termes de résultantes, de voir est-ce qu'on aurait à apporter le symbole ou non, selon les améliorations qu'on peut faire. Pour y arriver, je dois parler de l'Observatoire. Donc, Marie-Pascale nous a présenté rapidement tantôt, mais sachez que SCAN découle des travaux de l'Observatoire. Donc, je vais vous en glisser un petit mot. Donc, l'Observatoire est né en 2016, puis c'était vraiment un besoin exprimé de différents partenaires, incluant l'industrie bioalimentaire, qui sentait le besoin d'avoir des données objectives sur la qualité de l'offre alimentaire au Québec et au Canada. C'est de là qu'est née aussi notre mission, qui est de mesurer et de suivre l'évolution de l'offre alimentaire afin de contribuer à l'effort collectif pour l'améliorer, mais aussi améliorer l'accessibilité. Nos travaux de la programmation scientifique s'articulent autour de 3 axes. Donc, l'axe dont je vais parler aujourd'hui, c'est la caractérisation et le suivi de la qualité de l'offre alimentaire. Mais sachez qu'on a aussi l'axe 2 qui va plus aller dans les milieux de vie comme les CHSLD, les centres hospitaliers, les écoles et tout ça. Donc, on a des travaux qui s'intéressent à cet aspect-là également. Puis, on a l'axe 3 qui s'intéresse à la mobilisation des connaissances, donc le partage de données avec autant les décideurs gouvernementaux, l'industrie bioalimentaire, les consommateurs et aussi la communauté scientifique. Donc, comme je vous le mentionnais, aujourd'hui, on va parler de l'axe 1 parce que c'est l'axe qui s'intéresse vraiment aux aliments qui sont offerts en épicerie. Puis, nous, la façon qu'on s'y prend pour faire nos études, c'est qu'on y va par catégorie d'aliments. Puis, on a un comité scientifique qui se penche sur la question et qui avait déterminé 4 critères pour déterminer sur quelle catégorie on va faire nos études. Donc, il y avait les critères de variabilité. Donc, on veut que ce soit une catégorie d'aliments pour laquelle la composition nutritionnelle est variable d'un produit à l'autre. On voulait aussi que ce soit une catégorie d'aliments pour laquelle, si on apporte des améliorations, par exemple, il va avoir un impact sur la santé de la population. On voulait que ce soit une catégorie d'aliments qui est largement consommée par la population, puis qu'il y ait un certain potentiel d'amélioration des produits à l'intérieur de cette catégorie-là. Ceci a fait en sorte qu'on a une quinzaine de catégories d'aliments qu'on suit dans le temps. Donc, vous voyez à l'écran un exemple des catégories qu'on s'intéresse. On a fait un premier portrait initial pour chacune d'entre elles entre 2016 et 2022. Puis, on a démarré également des suivis pour voir l'évolution à travers le temps depuis 2021. Puis là, on va terminer nos suivis. J'ai écrit 2026, mais j'ai espoir qu'on va terminer d'ici la fin de l'année 2025. Donc, au total, on suit plus de 5000 produits dans le temps. La méthodologie est toujours sensiblement la même d'une catégorie à l'autre. Donc, on regarde la revue de la littérature pour voir est-ce que ça s'est déjà fait au Québec de telles analyses pour s'intéresser à une catégorie d'aliments donnés. Est-ce que ça s'est fait au Canada? Est-ce que ça s'est fait à travers le monde? Et si oui, sous quels angles ça a été analysé? Ensuite, on va faire de la collecte de données dans les supermarchés de la région. Nous, on est à Québec, mais des fois, on a fait des collaborations aussi avec Protégez-vous à Montréal pour faire ce type de collecte-là. Puis, on a aussi les données d'achat qu'on se procure chez Nielsen pour vraiment pondérer. Donc, pondérer, ce qu'elle va nous apporter de plus, c'est qu'on peut mettre plus de poids à un produit qui est plus consommé par la population. Donc, ça représente davantage qu'est-ce que le consommateur consomme réellement. Ensuite, on identifie les produits
puis on les classifie de façon à faire des comparaisons qui veulent dire quelque chose. Donc, on ne compare pas un produit avec un autre. On va vraiment comparer des regroupements de produits. Comme par exemple, pour les céréales, on va s'intéresser, est-ce que les céréales pour enfants ont la même composition nutritionnelle que les céréales pour adultes? Une fois que tout ça est fait, on peut combiner nos bases de données, donc la base de données de composition nutritionnelle avec toutes les informations de classification et les données d'achat qu'on a eues chez Nielsen. Puis, par la suite, on fait l'analyse d'interprétation des données. Donc, comme je le disais tantôt, nos données de composition nutritionnelle, c'est bâti de toutes pièces par nous à l'Observatoire. Puis, les données de vente, ils proviennent de chez Nielsen, puis on s'assure de faire concorder en termes de temporalité que les données de vente coïncident avec le moment où on a fait la collecte des données. Puis, on a les données de vente sur 52 semaines pour vraiment représenter une année complète. Ensuite, on croise ces deux bases de données-là via les codes UPC, puis ça nous amène à avoir une couverture du marché d'environ 80 %. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site web, justement, pour voir le portrait des catégories d'aliments qu'on réalise. Donc, pour chacune des catégories en question, vous trouverez un rapport complet d'une 60aine de pages, mais il y a également des fiches synthèses, autant pour les portraits initiaux que pour les suivis. Puis les fiches synthèses, ça résume en 2 pages les grandes lignes qu'on doit retenir de cette étude-là. Donc, maintenant, je vais juste sortir de ma présentation pour faire une démo scan en live. Marie-Pascale, peux-tu juste me dire, vous voyez bien mon écran toujours? Ça va bien, oui. Super, merci. Donc, je vous ai mis sur la présentation que vous allez recevoir, je vous ai mis le lien directement vers Scan, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir la démo en interactif. Donc, je vais vous montrer ça immédiatement. Donc, dès la page d'accueil, on peut tout de suite entrer pour commencer le processus pour vérifier notre produit. Mais on peut aussi aller vers le bas, voir c'est quoi les fonctionnalités de Scan. Puis ici, il y a un tutoriel également. Si jamais vous avez complètement oublié tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a un tutoriel qui va pouvoir vous assister à travers ça. Puis, dans le bas, c'est de qu'est-ce qu'on a besoin pour aller utiliser Scan. Donc, on a besoin des données de composition nutritionnelle. Donc, que ce soit un produit qui est déjà en vente, donc le tableau de la valeur nutritive, ou bien un produit qui est en développement, on a souvent des données quand même. Donc, dans ce cas-là, on peut s'en servir. Puis, on a également besoin de la portion qui serait indiquée sur le TVN ou qu'est-ce qui est indiqué sur le TVN. Ensuite, on arrive à la page des catégories. Donc, je vous présente l'entièreté de ce qu'on voit. Donc, on voit toutes les catégories qui sont suivies par l'Observatoire, mais on a tout de même fait ajouter l'option « Autres catégories ». Cette option-là, elle peut être intéressante si c'est un produit qui n'est pas suivi par l'Observatoire, mais que vous voulez quand même aller vérifier s'il y aurait à avoir le symbole, par exemple. La seule chose que ça n'offre pas, c'est la comparaison avec les compétiteurs, parce que, étant donné qu'on n'a pas ces données-là à l'Observatoire, on ne peut pas les comparer à quoi que ce soit, mais ça peut quand même vous amener à vérifier si vous auriez le symbole ou pas. Donc, oups, c'est pas celle-là que je vais faire. Donc, j'avais choisi des barres granola aujourd'hui, puis j'avais déjà tout fait mes calculs, donc je sais quoi écrire exactement. Mais sachez que peu importe la catégorie que vous choisissez, il y a toujours des sous-catégories pour faire une comparaison qui est la plus précise possible. Pour chacune des sous-catégories en question, on peut passer sur le petit onglet d'ampoule pour voir qu'est-ce que ça signifie. Dans le cas des barres granola, c'est quand même assez intuitif, mais il y a certaines catégories pour lesquelles c'est plus difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire les sous-catégories, donc on donne des petites explications. On peut en tout temps aussi choisir dans le bas, je vais voir l'ensemble de la catégorie. Dans ce cas-là, on a une vue d'ensemble. Par contre, c'est plus difficile de se comparer avec des produits similaires, comme par exemple des barres granola avec des noix. C'est normal, c'est un petit peu plus gras que des barres granola avec des fruits. Fait que, les comparaisons tiennent un petit peu moins la route. Donc, aujourd'hui, on va prendre, j'ai pris celle-là ici pour notre test. Ensuite, à l'étape numéro 3, il y a des questions qui nous sont posées automatiquement pour vous aider à avoir exactement la bonne quantité de référence sans qu'on s'en rende compte. Donc, l'utilisateur est amené à répondre à des questions simples, puis ça fait en sorte que l'outil va calculer c'est quoi la quantité de référence, donc on n'a pas besoin d'aller la chercher sur le site web de Santé Canada. Vous savez, ce n'est pas toujours simple, ces sites web-là. Donc, d'emblée, avec Scan, vous aurez déjà toute l'information sans aller vérifier tout ça. Maintenant, on doit indiquer la portion, par exemple, pour la barre granola, c'est la portion qui est indiquée sur le tableau de la valeur nutritive, donc c'est une portion d'une barre, puis on doit l'écrire en grammes.
Pour chacun des nutriments, on peut l'écrire soit de façon manuscrite avec les chiffres ou bien on peut utiliser le curseur pour écrire la quantité qu'on veut rapporter. Puis, si on ne veut pas tout écrire, les seuls qui sont obligatoires, c'est sucre, gras saturé et sodium. Ensuite, on peut aller tout de suite aux résultats. Donc, l'idée avec Scan, c'est de voir d'entrée de jeu, est-ce que j'aurais apporté le symbole oui ou non, puis si oui, pour quel nutriment? Donc, on voit avec la démo qu'on a fait aujourd'hui que notre barre aurait apporté le symbole pour les gras saturés et pour le sucre. Tout de suite à droite aussi, on voit les efforts de reformulation que j'aurais à faire. Donc, si je veux éviter d'avoir le symbole, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on doit diminuer en gras saturés et diminuer en sucre également. Si, par exemple, ce n'est pas trop pire les améliorations à faire, mais si, par exemple, les améliorations, vous trouvez que c'est trop élevé, que ce n'est pas réalisable immédiatement, on peut quand même aller vers les 2 autres efforts d'amélioration possibles. Donc, l'effort stratégique, c'est pour voir comment je peux mieux me comporter que les compétiteurs. Donc, comparativement à la moyenne des compétiteurs. Donc, si je veux être en bas de la moyenne des compétiteurs pour les sucres, bien, je dois réduire de 6,9 grammes. Si je veux être meilleur que la moyenne des compétiteurs en fibres, bien, je dois augmenter de 1,8 grammes, etc. Puis, on a aussi fait ajouter l'onglet minimal. Donc, si on se dit, OK, par exemple, je n'ai pas le symbole, tout va bien, mais je vois qu'il y a quand même des choses que je pourrais faire pour avoir une meilleure perception auprès du consommateur, faire ma part d'un point de vue santé publique, etc. Mais il y a quand même des possibilités qui sont offertes. Donc, c'est un effort d'amélioration minimale. Maintenant, si je descends un petit peu plus bas, ici, on voit, ça, c'est notre produit. On voit que c'est le seuil de 10 de la valeur quotidienne qui est utilisé pour le symbole parce que l'outil a fait le calcul avec la quantité de référence. Puis, on voit en rouge les 2 qui sont au-dessus de la valeur quotidienne. Là, ici, ça peut avoir l'air bizarre de 9,2, c'est parce que c'est une question de réglementation. Puis, en jaune, c'est lorsque c'est bon, puis en vert, lorsque c'est très bon. À droite, on a la simulation aussi qui peut être faite. Donc, si on diminue, par exemple, mon sucre, on voit que dès que je passe en dessous de la barre, je deviens en jaune. Puis, en gris, on voit ici la valeur initiale. En tout temps, on peut réinitialiser pour retrouver notre valeur de départ. Et la dernière section ici dans le bas, c'est le positionnement par rapport à la compétition et c'est présenté par nutriments. Donc, par exemple, je prends les sucres ici. On voit que le produit que j'ai créé, il est représenté par un petit icône pointu. L'axe des Y complètement à gauche, c'est la teneur en sucre. Donc, plus c'est élevé, plus la teneur en sucre est haute. Puis, l'axe des X dans le bas, c'est les volumes de vente en kilos. Donc, plus je vais à droite, plus les ventes sont élevées. Puis, c'est aussi illustré par la grosseur des points. Donc, plus le point est gros, plus ça veut dire que ce produit-là est un grand vendeur. Donc, chacun des petits points, ça représente un compétiteur. Donc, on voit ici que mon produit, non seulement il est au-dessus du 10 de la valeur quotidienne pour le sucre, mais en plus, il est au-dessus, il est largement au-dessus de la moyenne. Donc, si on fait notre simulation de tantôt, on peut voir comment que le produit se déplace à travers l'archipel de petits points et voir comment il peut se positionner à travers ça. Si je retourne en haut, on peut enregistrer la simulation. Puis, dans ce cas-là, ce qu'on obtient, c'est c'est ce qu'on peut imprimer finalement. Puis quand on imprime ça, bien, on peut vraiment avoir chacune des figures, chacun des efforts d'amélioration qu'on peut présenter. Puis, on peut retourner en tout temps à chacune des simulations qu'on a réalisées. Pour enregistrer des données, que ce soit des simulations ou quoi que ce soit, bien, il faut se créer un compte. Mais pour le compte, ça prend seulement qu'une adresse courriel, puis un mot de passe qu'on se crée. Donc, ce n'est pas vraiment invasif, disons, là. Et je retourne ici. Je vais vous montrer également. Dans le bas, on a toujours une icône « Entamer une démarche d'amélioration de votre produit ». Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, ça nous amène à avoir un courriel qui est envoyé à nous, à l'équipe d'Observatoire. Puis à ce moment-là, on peut vous rediriger vers les services qui pourraient répondre à vos besoins. Donc, voilà, c'est ce qui termine la présentation de Scan et la présentation d'aujourd'hui. Je sais qu'on avait une partie de questions aussi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Ça va me faire plaisir de les prendre.
Oui, merci. Merci pour votre belle présentation. C'était sincèrement très, très, très intéressant. Il y a eu plusieurs questions dans le Q&A, dans le clavardage. Donc, je vais commencer dès le tout début. On a Tao qui pose la question, est-ce que l'adresse doit être complète? Je pensais que le nom de l'entreprise, ville, code postal et tel ou adresse courriel était suffisant. Donc, j'imagine on parlait là, au début là, pour l'étiquetage, M. Pascal. Oui, pour l'adresse du fabricant. En fait, l'adresse postale complète, dans le fond, ça demeure une recommandation. Hein. C'est certain qu'on n'est pas obligé de mettre l'adresse au complet, mais ce qu'on recommande dans la réglementation, c'est que ce soit suffisamment précis pour qu'on puisse retracer où ont été fabriqués les produits alimentaires. Puis la CIA indique que le site web, le numéro de téléphone, puis une adresse virtuelle, ce n'est pas des adresses qui sont acceptables là, à ce moment-ci. J'espère que ça répond à votre question. Si je peux continuer dans le même ordre d'idée, on a une autre question de Martine Bergeron qui dit « Souvent, les grandes entreprises nationales indiquent seulement le nom de la ville. Pourquoi? Les petits transformateurs ne veulent souvent pas publier leur adresse précise. Dans quel cas est-ce permis? » C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait de distinction à faire entre petites et multinationales. Dans le fond, les exigences sont les mêmes là, pour une entreprise qui est petite ou pour une plus grande. Puis, il n'y a pas de spécificité là, finalement. Là, donc, probablement que la multinationale dont vous parlez, qui indique juste une ville, ne serait pas conforme là, finalement. Super, merci. Des bonnes réponses. Je continue. Je vais entre le clavardage et le QR pour essayer de garder un ordre dans lequel ils ont été posés. Ça ne sera pas long. Ça le download. Super. Donc, Alexandre demande besoin de TVN pour les grains et les farines. C'est une bonne question. Ça peut dépendre là, de où vous vendez votre produit un petit peu, mais règle générale, oui, ça a besoin d'un TVN. Il n'y a pas d'exemption reliée à cette catégorie d'aliments. Front of pack est nécessaire pour le HRI ou juste le commerce de détail? C'est une bonne question. C'est vrai que ça a besoin d'être précisé. J'ai pris le temps d'aller vérifier. Dans le fond, il existe une exemption là, pour tout ce qui est des aliments à portions multiples qui sont destinés à être vendus uniquement à une institution pour le service en institution. Donc, serait exempté du symbole à ce moment-ci. Puis, je vous invite à consulter les guides, le guide, excusez-moi, pour l'industrie, les lignes directrices là, sur le symbole sur le devant de l'emballage. Tapez vos mots-clés pour rechercher. C'est quand même long à lire. Mais en faisant un beau contrôle F puis rechercher des mots-clés, ça se passe bien. Mais pour votre réponse, serait exempté là, en institution pour les portions multiples. Super. Une autre question de Célia qui dit « Bonjour, est-ce qu'on a une explication de ce qu'étaient les exigences minimales d'étiquetage dans la vente directe? J'ai compris que le TVN n'était pas obligatoire, mais tout le reste, oui. » Effectivement, c'est pas mal ce que vous avez compris qui est vrai. Dans le fond, va nécessiter en vente directe là, nécessairement un nom de produit, une date, si une date de péremption à y apposer, tout ce qui va être liste des ingrédients allergènes aussi. Il existe des exemptions dont je n'ai pas pris le temps de parler pour la liste des ingrédients. Pour aller consulter les liens avec les outils, c'est pertinent de le faire dans ce cas-ci. Puis peut-être l'adresse également là, qui va être nécessaire à apposer sur ce type de produit-ci vont avoir l'exemption TVN qui, elle, entraîne l'exemption du symbole FOP. Je continue avec les questions. Merci, Marie-Pascale. Une question de Krolos. Par rapport au nouveau règlement, est-ce qu'on fait avec les je recommence. Qu'est-ce qu'on fait avec les emballages qu'on a déjà en stock? Est-ce qu'on peut continuer à les utiliser en production jusqu'à épuisement ou jusqu'au 1er janvier 2026? C'est une belle question et ma réponse va être très plate. Ça va être, vous allez devoir vous en départir les exigences actuelles qu'on connaît. Donc, le plan d'intervention de la CIA après ça, c'est qu'ils peuvent commencer à poser les exigences, là, donc à faire une vérification de la conformité de ces exigences-là dès le 1er janvier 2026. C'est ce qu'on sait à l'heure actuelle. Je ne peux pas m'aventurer au-delà de ça. Donc, dès le 1er janvier 2026, vous devez être conforme aux exigences qui devront entrer en vigueur. Une autre question mais c'est la production. Hop, Chronos y répond. Chronos, excusez-moi. Mais c'est la production ou en tablette? Je ne sais pas si... Je ne suis pas trop certaine de comprendre. Ça dépend. Est-ce que vous vendez votre produit au détail ou il ne se retrouve pas dans les mains d'un consommateur?
Ce que tu vends avant le 1er janvier au détail. Normalement, jusqu'au 1er janvier, là, vous avez le droit d'être sur les anciennes exigences, donc sans symbole nutritionnel. Puis au-delà de ça, c'est avec symbole nutritionnel. J'espère que ça répond à votre question. Je continue. On dit parfait, yes, super. Donc, on continue. Une question de tarot. Pouvez-vous définir les très petits emballages qui ne doivent pas avoir le symbole front of pack? Y a-t-il une taille spécifique? Il y en a une, Sonia, veux-tu y aller? Sinon, je ne sais pas par cœur. C'est bon, c'est moins de 15 cm². Là. Vous calculez votre surface exposée disponible. Ceux qui ont moins de 15 cm², là, donc, sont exemptés du symbole. Et prochaine question. Fadi pose la question, est-ce que l'application Scan peut nous fournir la QR pour chaque catégorie de produits? Pourquoi Santé Canada a donné des QR différents entre biscuits, bars ou muffins? Mais en fait, Scan ne fournit pas la QR, mais fait tout le travail pour vous. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir la QR quand on a Scan. Puis, j'ai oublié de préciser un détail très important, c'est un outil gratuit. Fait que je vous invite à l'utiliser, à le tester. Fait que c'est vraiment là pour vous aider finalement, là. Puis, pour la seconde question en lien avec Santé Canada puis les QR différentes, c'est simplement une question de qu'est-ce qui est consommé à une seule occasion. Par exemple, un biscuit, ça va être une quantité de 30 grammes, c'est ça qui est estimé qu'à une seule occasion, c'est ce qu'on consomme, alors qu'un bar ou un muffin, c'est peut-être pas tout à fait exactement la même quantité. Donc, j'imagine qu'ils ont pesé le poids moyen d'un muffin pour déterminer que c'est ça qu'on consomme à une seule occasion. Fait que c'est pour ça qu'il y a une multitude de quantités de références différentes qui est vraiment en lien avec ce qu'on consomme à une seule occasion. Parfait. J'ai une autre question de Cindy. Ça finit plus, mais c'est le fun. On aime ça. C'est des belles questions, puis des super belles réponses. C'est vraiment apprécié. Donc, Cindy dit bonjour. Si on affiche la mention pizza 4 fromages, y a-t-il une restriction sur les quantités de chacun des fromages, entre parenthèses proportion? Aussi, si nous ajoutons du fromage style cheddar ou autre, quelles sont les exigences à respecter pour pouvoir inscrire la mention pizza 4 fromages? C'est une super bonne question. J'ai comme pas de réponse si prête que ça. Après ma barre, je ne connais pas d'exigence par rapport au terme 4 fromages, mis à part qu'il devrait en avoir 4 dans la liste des ingrédients. Au-delà de ça, je pense pas qu'il y ait rien avec les proportions ni le type de fromage qui est utilisé. Si vous les nommez, c'est juste qu'il faut que ce soit cohérent entre ce que vous indiquez comme 4 fromages puis ce qui va se retrouver dans la liste des ingrédients. Mis à part cela, je ne crois pas qu'il y ait de spécificité sur tout ce qui est proportion. Super. Une autre question de Cindy. Afin de se conformer à la réglementation et éviter de jeter des emballages, est-ce possible de coller une étiquette de la bonne loupe sur le devant de l'emballage pour épuiser les rouleaux? Merci beaucoup et bonne journée. C'est une super bonne question. Je ne sais pas si tu as un avis, Sonia, là-dessus, mais il me semble avoir vu que c'était possible de le faire. Cela dit, ça arrive souvent qu'il faut respecter un dégagement autour de cette loupe-là. Donc, il y a vraiment des exigences techniques dont vous devez vous assurer si vous voulez coller un autocollant là, de loupe dessus, puis respecter l'exigence finalement de la police puis de la taille de caractère de ce symbole-là. Je vous inviterai à poser cette question-là à l'Agence canadienne là, pour avoir la réponse officielle, là, si on veut. Si ça se placerait sur un emballage. Oui, puis d'ailleurs, Santé Canada a augmenté les effectifs aussi avec la mise en place de ce symbole-là. Donc, une adresse générique à laquelle on peut écrire, puis ils sont beaucoup plus rapides qu'avant pour répondre aux courriels. Fait que je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de leur écrire, puis ils vont vous répondre. Une autre question, Daniela demande si nous sommes un centre communautaire qui vend des repas congelés, quel est le niveau d'exigence, s'il vous plaît? Est-ce que nous sommes aussi obligés d'ajouter la loupe? C'est une bonne question. Je réfléchis vite, je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller dans le guide. Je prendrai le temps de répondre à cette question-ci là, après réflexion puis vérification. Peut-être on pourra échanger nos coordonnées ou en tout cas nous revenir. Là, nos coordonnées à Sonia et moi vont être communiquées très certainement. C'est une très bonne question.
Puis je vais vous partager, là, Daniela, j'ai également votre adresse courriel par l'entremise de votre inscription au webinaire. Donc, on partagera la question à ce sujet-là. Je peux peut-être t'interrompre le temps que tu lises Oui. les prochaines, Rosalie. Je sais Certain. que dans le cas où on a modifié les exigences en 2016 puis qu'on a rendu obligatoire le nouveau TVN, la nouvelle liste des ingrédients, je sais que du moment où il y a une déclaration de non-conformité par un des inspecteurs, si l'entreprise avait en sa possession un plan pour dire quand est-ce qu'elle allait être prête à changer ses emballages, sur de nouveaux emballages, je pense que les instances réglementaires sont quand même au courant que c'est des frais pour les entreprises, surtout pour les très petites entreprises, de devoir jeter les emballages parce qu'ils deviennent non conformes. Donc, du moment où je crois que l'entreprise détient un plan d'action menant à changer son étiquetage, ils ont quand même de la latitude là, sur l'intervention qui peut être menée. Je parle en leur nom, j'aimerais bien avoir leur opinion réelle, mais je crois qu'il y a moyen de communiquer avec eux là, en ce sens-là pour avoir des réponses plus précises, pour vous éviter de jeter aux emballages. Oui, mais je pense que ça répond très bien à la question d'Amanda dans le chat, le côté environnement et responsabilité de ce côté-là. Merci. Ça continue. Donc, Sabrina dit pourquoi l'affichage exigé est différent sur les contenants de verre ou autres pour le lait? Oui, bien c'est ça, mais entre autres pour le symbole, ce n'est pas nécessaire de l'apposer lorsque c'est un contenant en verre utilisable. Puis l'idée, c'est justement de ne pas nuire à ceux qui font un effort au niveau de l'environnement, puis de réutiliser les contenants en verre et tout ça, mais aussi parce que l'étiquetage n'est pas, c'est translucide habituellement, puis ça amène certaines contre-indications, disons, mais essentiellement, c'est vraiment pour ne pas nuire au choix d'aider l'environnement finalement. Il y a une question qui est demandée. En fait, peut-être plus une suggestion. Il serait intéressant de faire une fiche résumée des exigences par établissement de vente, machine distributrice, cafétéria, milieu institutionnel, HRI. Est-ce que c'est quelque chose qui est disponible sur le scan? Non, scan, il n'y a pas de distinction. Le scan, c'est pour vérifier si on aurait à avoir le symbole. C'est pas en lien avec le mode de distribution. C'est vraiment, on a un produit en épicerie, on veut savoir si le symbole serait nécessaire ou pas. Puis après ça, on peut aussi se comparer aux compétiteurs pour voir, trouver une façon de se démarquer parce que des fois, personne n'a le symbole, par exemple. On peut pouvoir se démarquer pareil par une composition nutritionnelle plus intéressante que les compétiteurs. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que Scan a été développé. OK. Parfait, merci. Pour rebondir à ma connaissance, ce n'est pas le genre d'outil qui existe actuellement. Donc, c'est vraiment les gouvernements qui sont responsables de transmettre les informations en lien avec les exigences réglementaires à ce niveau-là. Mais je prends des notes, c'est quelque chose d'intéressant à approfondir éventuellement. Certain. Parfait. Je pense que ça fait le tour des questions. Je vais laisser quelques secondes de plus, juste au cas que quelqu'un est en train d'écrire. Petit roulement de Je vais tambour. peut-être rebondir là-dedans. Il y a plusieurs organismes aussi ou entreprises là, qui font du service conseil sur l'étiquetage alimentaire. Je sais que ce n'est pas évident de se démêler dans toute cette documentation-ci. On espère du moins là, que ça a pu vous aider, là, la présentation ici, mais évidemment, ça n'a pas tout couvert l'ensemble des exigences ni des technicités là, qui se rapportent. Mais il existe quand même du soutien là, pour vous appuyer dans tout ça. Merci pour la période de questions. Je passe la parole à ma collègue Amélie. Je vous remercie pour cette super belle présentation très pertinente et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. L'enregistrement sera disponible dès demain sur le site du rtcbq.com afin de nous aider à demeurer pertinents avec le contenu proposé dans cette série de webinaires. Je vous remercie à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui vous sera acheminé par courriel au courant de la journée. Le webinaire a piqué votre curiosité quant à une possible participation au programme Alimentation Santé du RTCBQ. Vous pouvez manifester votre intérêt en écrivant à mnajm@rtcbq.com ou en répondant à la question prévue à cet effet dans le formulaire. La saison des webinaires se termine pour l'été. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve en septembre pour une nouvelle série. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une super belle journée.